Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 24 septembre, les 3 djihadistes présumés se sont finalement rendus aux forces de l'ordre ce matin. Retour sur une journée mouvementée. Actuellement à la 9e place du top 14, le Stade Toulousain prépare sa rencontre face à l'Aviron bayonnais. Et puis rencontre avec Laurent Lafitte et Jeanne Herry à l'occasion de la sortie du film Elle l'adore. Incroyable imbroglio selon le ministère de l'Intérieur ou gros raté des services de renseignement. Toujours est-il que 3 djihadistes présumés étaient attendus hier à Orly par les forces de l'ordre. Cette supposée interpellation a largement été relayée par les médias. Or, c'est à Marseille qu'ils ont atterri. Sans être inquiétés le moins du monde, le système de contrôle des passeports étant en panne. Arrivés libres, ils ont ensuite pris la route en voiture. Ce matin, les 3 hommes se sont rendus à la gendarmerie du Kellar, une commune de l'Hérault située à 70 km de Montpellier. Le récit de la journée avec Marie Larpan et Alain Sorat. À 8h30 ce matin, devant le palais de justice de Toulouse, l'incertitude plane autour du cas des 3 djihadistes présumés. Sans savoir où ils se trouvent, leurs avocats disposent néanmoins de quelques éléments. Les 3 hommes sont toujours ensemble et ils sont déterminés à se rendre. Eux veulent se livrer, c'était leur but dès qu'ils sont arrivés en Turquie, d'être rapatriés en France, quelles que soient les conséquences, et ils savaient pertinemment qu'ils seraient entendus. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait en Syrie? Non, ils s'en expliqueront. Ils ont été visiblement, manifestement très déçus de ce qu'ils ont vu en Syrie. Les coups de fil échangés entre les avocats et leurs clients s'enchaînent, un lien fondamental pour les 3 hommes qui semblent avoir besoin de parler. Il est marié, il a de la famille qui s'inquiète après lui. Et justement, il vous a demandé des nouvelles de la famille? Oui. C'était sa principale préoccupation de savoir si sa famille en France allait bien. C'est le cas. Un jeune avec un parcours assez difficile, qui avait essayé de travailler, qui avait fait des formations, un casier dont on ne pouvait pas encore dire que c'était un délinquant d'habitude, un casier qui n'était pas encore très préoccupant, quelqu'un qui essayait de s'en sortir avec les moyens qu'il avait. Il s'est converti à l'islam? Il s'est converti à l'islam initialement, oui. Ils sont complètement perdus et apeurés. Pourquoi? Parce que déjà, ils s'attendaient à être interpellés à leur arrivée hier. Ça a été la première surprise. Et je crois qu'ils ont 3 semaines de rétention administrative en Turquie et quelques mois en Syrie qui font qu'ils sont marqués. Quelques minutes plus tard, un nouvel appel et la situation s'accélère. Alors j'ai eu mon client il y a 5 minutes au téléphone. Je ne sais pas, d'ailleurs c'est lui qui rappelle. Vous m'excusez 2 secondes? Allô, oui. Alors les dernières nouvelles, vous l'avez vu en direct il y a quelques secondes à peine. Ils ont réellement la volonté de se rendre, à tel point qu'ils vont se rendre immédiatement ou dans les minutes qui viennent à la gendarmerie de Kellar. C'est dans le 34 520, me disent-ils. Voilà. J'aurais préféré les voir avant, mais manifestement la pression doit être trop forte et ils préfèrent se rendre directement parce que c'est leur volonté et que ça permettra de l'avérer et de le démontrer plutôt que d'être interpellés où là tout et n'importe quoi pourra être dit ou raconté comme ça a été le cas hier par exemple. La décision des 3 hommes est prise, mais la gendarmerie du Kellar est fermée. C'est finalement à Lodève qu'ils sont emmenés peu avant midi, avant d'être transférés sous bonne escorte à l'hôtel de police de Montpellier. Ils sont désormais en garde à vue. Ils devraient ensuite partir à Paris pour y être présentés devant un juge antiterroriste. Et on a appris en fin d'après-midi qu'Hervé Gourdel aurait été exécuté. L'otage français était détenu en Algérie par un groupe djihadiste depuis dimanche. Les travailleurs sociaux qui campaient depuis 15 jours devant le Conseil général ont obtenu gain de cause. La prise en charge des jeunes étrangers isolés de plus de 19 ans se poursuivra. Selon le président du Conseil général, qui a donc fait marche arrière, 346 jeunes sont suivis cette année contre 70 fin 2011. L'effort budgétaire est donc conséquent. À 2 jours du prochain conseil municipal, les socialistes ont tenu à dresser leur bilan des 6 premiers mois de la droite à Toulouse. Pour eux, tous les grands projets ont été arrêtés et alors que vendredi, une délibération proposera l'apport de nouvelles caméras de surveillance, ils en profitent pour pointer du doigt le sujet de la sécurité, étayant leurs propos par les nombreux incidents constatés ces derniers temps. Marlène Canal et Vincent Gonzalez.
Avec ce petit rituel d'avant-conseil municipal et un côté un brin poil à gratter, l'élu de l'opposition a souhaité passer ce matin en revue les 6 premiers mois d'exercice de Jean-Luc Moudenc. On a des règlements de compte, on a des meurtres, on a des moments un peu compliqués dans cette ville, mais c'est quelque chose qui ne se règle pas aussi facilement et souvent de la compétence de l'État. Donc on voit bien que d'asséner comme ça que la ville est devenue plus propre alors qu'on n'a rien modifié dans la façon de nettoyer la ville, que la ville est apaisée, qu'elle est moins politisée, alors que sa numéro 2 est le leadership du grand retour de Nicolas Sarkozy. Donc on est dans une sorte de communication et de méthode couée. De même, il a souhaité dénoncer le retour en mode sommeil de la ville rose. Il critique le gel de projets lancé lorsqu'il était maire de la ville. L'opération coûterait selon lui plus cher au final. Quelques promesses électorales coûtent cher. La maison d'image, minimum 3 millions d'euros. On va voir, on fera les comptes. L'IEP arrêté, c'est 2 500 000 € qu'il faudra donner à l'université Paul Sabatier. La machine, si c'est arrêté, c'est un bâtiment qui a coûté 11 millions. Donc si on donne ce bâtiment alors que le château Rénal pouvait suffire à l'ensemble du projet mémoire, eh bien c'est 11 millions d'euros jetés par rapport à ce qui était prévu. Toujours côté financier, Pierre Cohen n'a pu s'empêcher de noter quelques incohérences entre les 2 casquettes de Jean-Luc Moudenc, celle de maire qui par souci d'économie n'entreprendrait rien selon lui et celle de président de la communauté urbaine. Le président de la communauté urbaine est en train de prévoir de passer de 600 millions d'euros d'emprunt à 1 milliard d'emprunts. Donc on rajoute en 6 ans 400 millions d'euros. Et à Toulouse, on me traite de tout parce que j'ai osé emprunter pour la première fois 15 millions d'euros, ce qui évidemment se fait dans pratiquement toutes les villes de France. Les débats du conseil municipal de vendredi promettent d'être houleux avec un accent mis sur le thème de la sécurité, les policiers municipaux et les caméras de vidéosurveillance. Cela ne vous aura pas échappé, les étudiants sont de plus en plus nombreux à Toulouse. Le président de Paul Sabatier faisait un point hier matin sur la rentrée 2014, une rentrée avec de nombreuses difficultés. L'un des cas les plus critiques, les sciences de la nature, victimes de leur succès. La filière compte en effet trop d'inscrits. Sophie Voinis. Plus 7,8% d'inscrits en première année en cette rentrée 2014 à Paul Sabatier. Le problème de l'encombrement de la filière sciences de la nature se règle au cas par cas. 1200 étudiants et pas assez d'enseignants. On essaie donc de diriger une centaine de jeunes vers le CAP Réussite. CAP Réussite, c'est la nouveauté de cette rentrée. Un parcours qui propose aux étudiants qui n'ont pas les compétences requises de faire la première année de licence en 2 ans et donc la licence en 4. Et là, ce n'est pas redoubler, c'est faire l'année du L1 en 2 ans en réussissant chaque étape pas à pas. Donc ils ne sont pas en situation d'échec, ils vont acquérir progressivement les crédits, comme on dit, les unités, et dans une situation de réussite. Aux accusations portées par l'UNEF, le principal syndicat étudiant qui dénonce une rentrée sans moyens et un déficit de l'université de 3 millions d'euros, le président répond que 14 créations de postes d'enseignants ont été réalisées et que d'autres ont été demandées auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et concernant le déficit, il ne s'agit pas à proprement parler d'un déficit aujourd'hui, il s'agit d'une prévision de prélèvement sur le fonds de roulement d'une somme de plus de 3 millions d'euros qui correspond au glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'augmentation de la masse salariale liée au fait que les gens, quand ils vieillissent et donc qu'ils évoluent dans leur carrière, eh bien, ont des salaires qui augmentent. Donc, nous demandons à ce que cette somme-là, qui ne dépend pas de notre responsabilité, soit compensée par l'État. Et c'est pour ça que techniquement, nous le faisons sous forme d'un prélèvement sur le fonds de roulement. Volontaire et ambitieux, le président de Paul Sab en cette rentrée 2014 qui se félicite par ailleurs du nouvel attrait des étudiants pour les filières scientifiques, plus 13% d'inscrits en cette rentrée, et qui rappelle que dans ce contexte morose, le secteur le plus porteur d'avenir reste la recherche et l'enseignement supérieur, d'où le rôle de plus en plus important de l'université à former de plus en plus de diplômés. Le Stade Toulousain, en panne d'inspiration depuis le début du championnat, se déplacera vendredi à Bayonne. Après 4 défaites d'affilée, l'équipe est sous pression. On écoute Jean-Baptiste Elissalde, l'entraîneur des arrières. Il y a depuis mais pas depuis cette semaine, depuis quelques temps maintenant, une remise en question individuelle de la part de tous, pas d'une grande majorité. Et bien sûr qu'il faut changer des choses, puisque ça ne va pas. Il y a une évolution à avoir dans nos entraînements et on essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait amener de plus
ce qu'on pourrait faire de mieux pour qu'il retrouve un peu d'allant, un peu de confiance. On a un match ce week-end, on aura un match le week-end prochain. On a eu que des déplacements, donc ces déplacements, au match retour, on les aura à domicile. Donc il faut garder confiance et continuer à travailler. C'est vrai que en ce moment, c'est pas très facile. On est sur 4 défaites, on est à 1 point du dernier, à 7 points du 6e. Donc on ne peut pas dire que ce soit pour l'instant positif pour nous. Mais juste après, nous, justement, on parle entre nous pour essayer de corriger nos erreurs pour essayer de gagner des matchs et justement on va essayer de gagner ce match à Bayonne. On verra ça ce week-end. C'est actuellement la 9e édition de la semaine des seniors et plus à Toulouse. De nombreux stands sont présents en place du Capitole et ce jusqu'à samedi. Cette année, l'accent est mis sur la transmission des savoirs entre générations. Internet est également à l'honneur avec des animateurs qui initient au secret du numérique. À noter également un atelier détente très apprécié. Ce matin, un cours de yoga, comme vous pouvez le voir, y était dispensé. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Sortie aujourd'hui du film Elle l'adore, premier long métrage d'une jeune réalisatrice, Jeanne Herry. Le pitch, une fan, son idole et au milieu un cadavre. Au casting de cette comédie noire, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Sophie Wanis et Greg Lamazère ont récemment rencontré l'acteur principal et la réalisatrice du film. Muriel est esthéticienne, un peu mytho sur les bords et surtout fan inconditionnel de Vincent Lacroix, chanteur à succès. Une nuit, une dispute, Vincent tue accidentellement sa compagne. Pour étouffer le scandale, il va demander à Muriel, sa plus grande fan, de l'aider à dissimuler le corps. Muriel accepte. La jeune réalisatrice Jeanne Herry dirige ici Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlin, une fan et son idole, un univers qu'elle connaît plutôt bien puisqu'elle n'est autre que la fille de Miu Miu et de Julien Clerc. Bien sûr, c'est par hasard. C'est vrai que moi j'ai vécu à un endroit assez privilégié pour observer à la fois les chanteurs et les fans dans une forme de pénombre assez agréable. Je trouve que le lien entre un chanteur et une fan, c'est assez singulier. C'est des gens qui ont un lien mais qui n'ont pas de relation finalement. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant justement de les mettre en relation ou de les faire, de travailler ce lien ou de le raconter, mais par le biais de quelque chose qui les dépasse. Là, pour le coup, c'était vraiment de la fiction, c'était drôle. Laurent Lafitte et Vincent Lacroix, la ressemblance est frappante avec le père de la réalisatrice. Ici, le comédien se démarque de ses rôles de comique populaire incarnés sur grand écran. Il campe un personnage beaucoup plus sombre. Il garde un sang-froid par instinct de survie, quoi, mais c'est quelqu'un qui se liquéfie de l'intérieur. J'ai essayé d'en faire quelqu'un qui est aspiré de l'intérieur, qui perd pied au fur et à mesure, qui est comme quelqu'un qui sombrerait dans une dépression très violente, quoi. Quant à Muriel, Sandrine Kiberlin, elle est une fan impeccable. Elle l'adore, c'est une comédie noire. C'est surtout un film sur le plaisir de raconter des histoires invraisemblables et des personnages qui s'empêtrent dans des situations de plus en plus inextricables, un peu comme dans le cinéma des frères Cohen. Excellente soirée à tous. Prochaine édition demain 19h avec Marie Larpan.